Salam alaikum, Azul, bonsoir. L'immense tragédie de la Harga, cette aspiration furieuse de s'extirper de son propre pays, de s'en arracher, de quitter les siens, de risquer sa vie en s'embarquant sur de fragiles esquifs pour traverser la Méditerranée, ou du moins tenter de la traverser, montre bien combien la société algérienne est en souffrance, combien elle est en déshérence. Le plus grave est qu'elle semble s'être banalisée, cette harga, dans les esprits, au point où les tenants du pouvoir ne daignent même pas présenter leurs condoléances aux familles de 50 harragas disparus en mer ces derniers jours, en une seule équipée de 4 embarcations. 50 morts, sans un seul mot de compassion. La harga n'est plus une pratique isolée, un malaise social, mais une grave et profonde manifestation d'une malvie qui affecte tout un peuple. Une société qui n'a pas soldé ses traumas, qui n'a pas fait sa catharsis pour tout ce qu'elle a subi, et de cette étreinte mortifère d'un système monstrueux qu'elle continue de subir. Toutes les sociétés ne se ressemblent pas, n'est-ce pas? Elles sont ce qu'elles traversent de vicissitudes, de contraintes, de prospérité ou de précarité. Elles sont aussi ce qu'elles ont hérité de leur passé proche ou lointain. Les unes apaisées et bienveillantes, où le vivre ensemble est consensuellement codifié, où il y a des feux rouges à tous les carrefours de la vie, où tous les rouages de la proximité, de la solidarité, du civisme, de l'urbanité sont rodés, huilés, réglés pour que tout se passe au mieux, pour tout le monde, dans une communauté où le bien public ne peut être accaparé par quiconque et où la sacralité de l'individu, fût-il le plus fragile, ne peut être transgressée par quiconque, ni par quelque force que celle de la loi. Les autres, ces sociétés à la dérive de la vraie vie, sont systématiquement celles dominées par des régimes prédateurs, illégitimes, qui se sont imposés à elles par la force et la subversion, sous toutes ses formes, où le mensonge et la corruption de masse sont comme autant de fléaux qui rongent le corps social et l'infestent jusqu'à ses tréfonds, jusqu'à rompre en son sein tous les équilibres, tous les consensus d'y vivre ensemble et jusqu'à ses vertus les plus anciennes. C'est le cas de la société algérienne, malheureusement. Et nul besoin pour l'observateur qui ne connaît pas le pays d'être sociologue pour très vite comprendre que la société algérienne est affectée en profondeur, qu'elle est incarcérée, qu'elle macère dans un système délétère, qu'elle regorge de haine et de rancœur, que l'espoir l'a désertée, que les liens sociaux se sont distendus à un point qui a poussé la quasi-totalité de la population à s'enfermer derrière des barreaux. Et il n'y a qu'à méditer sur le phénomène du baroudage pour s'en convaincre. Un peuple tout entier qui se mure, qui se barde chez lui, où il s'enferme dans son petit monde et qui ne se sent plus concerné par la chose publique, par le domaine public. Et c'est ainsi que dans tout le pays, presque tous les appartements, dans tous les immeubles, dans toute l'Algérie, sont ainsi bardés, baraudés. Le fameux baroudage, la caractéristique nationale. On ne connaît pas les causes profondes de cette pratique unique dans le monde. Une débauche de barreaux, de grilles, qui font ressembler ce pays à un ensemble concentrationnaire, où chacun s'est aménagé sa propre prison, son blockhouse personnel. Un système carcéral généralisé à tout un pays, où chacun est libre de donner libre cours à sa fantaisie, à ses lubies. Il y en a pour tous les goûts. Ces immeubles dont personne ne pense à ravaler la façade seulement, ni à réparer les ascenseurs, quand il y en a, sont devenus des prisons hétéroclites où les détenus vivent en famille.
Un phénomène tellement banalisé que plus personne ne se pose de questions sur ses causes. Personne ne nous a encore expliqué d'où peut bien venir une telle peur des autres, une propension aussi maladive à la claustration. Mais le plus rageant, en plus du sentiment d'insécurité qui règne partout, parce que l'État est incapable de protéger ses citoyens, et que cette étrange pratique est devenue un phénomène de mode stupide et moutonnier. C'est la plus outrancière expression d'un recul civique, une abdication totale des pouvoirs publics face au chacun pour soi et chacun comme il veut, tant qu'il ne cherche pas de pouls sur la tête du régime. Le baroudage est, avec d'autres phénomènes, le signe le plus criard que la société algérienne est en détresse, qu'elle a été atomisée, qu'elle s'est muée en une foule de familles recroquevillées sur elles-mêmes où l'État n'existe que par son absence. Et il n'y a qu'à ouvrir les yeux sur le quotidien des Algériens pour comprendre combien la situation est grave dans ce pays que le régime qualifie de puissance régionale, d'État pivot, de force de frappe, juste parce que des centaines de milliards de dollars y ont été dilapidés en armement. Les bidonvilles y pullulent, et les bidonvillas aussi. Ces cubes de béton, cette lèpre grise, ces trottoirs qui ont été squattés par les riverains, ces routes défoncées, cette absence hurlante d'urbanisme, d'espaces verts, dans ces villes mornes, sales et délabrées, où il n'y a plus de cinéma, ni de théâtre, où de nombreux immeubles tombent en ruine, littéralement, où les ordures ménagères jonchent les rues, où la circulation automobile est une indescriptible anarchie, où les voitures se garent sur les trottoirs, ne laissant plus d'autres possibilités aux piétons que de marcher dans la rue, et je m'arrête là. Le seul et inexorable constat est que la société algérienne a perdu tous ses repères, qu'elle n'a plus de cohésion, parce qu'elle est dominée par un système prédateur qui a extirpé de son sein toutes ses vertus et jusqu'à son instinct de cohésion. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش مزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الميمة ما نسات جبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك بعض قرت لي تمام تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خليك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو كاع بيك من ريفوليسيون باسيفيك يا بنتي ما نهناش ملكية ما نهضراش واش ما خسرناش في بلاد العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش يا بنتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش ما خسرناش في بلاد العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماح ولاش خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في قلب سكتنا باش تبقى هي ثمان طال الحال الشاب زوالي من التخمام غرقتو في الزطلة راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال موحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين. Pas de visa français égale visa pour l'Élysée. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui, même si nous allons parler d'autres sujets, bien sûr.
Et avec nous pour en parler, Abbas Hamadan, universitaire, militant politique. Abbas Hamadan, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir aux invités, à vous-même et puis à tous les auditeurs et les auditrices. Merci beaucoup. Salam alaikum. Azul Fillaoun. Merci beaucoup. Nourdine Aoussad qui va nous rejoindre bientôt. Mon ami Hakim Haddad qui est avec nous aujourd'hui, militant politique. Marhaba bik Hakim. Merci. Bonsoir le Jamia, le Hadrin Hanaya et ceux qui sont au pays et ceux qui sont ailleurs. Merci. Et bien sûr, comme chaque jour, Chaban Khassi, mon jeune confrère. Marhaba bik Chaban. Alors, nous allons annoncer la couleur. Bonsoir Jameldine, à nos invités, aux téléspectateurs, téléspectatrices, bien écouter la couleur. On vous a écouté en début d'édito, Jameldine, ce soir. Malheureusement, nous allons encore une fois revenir sur les haragas. Vous évoquiez dans l'édito, bien évidemment, ces 50 haragas algériennes, des femmes, des enfants qui ont perdu la vie, des chiffres qui malheureusement font de plus en plus froid dans le dos. Et c'est loin d'être terminé vu la situation du pays. Quelques éléments pour aller vite, puisqu'on en parle aussi maintenant depuis plusieurs semaines avec des chiffres qui tous les jours changent. Il faut savoir que le week-end du 18, 19 septembre, 25, 26 septembre, c'est plus de 1700 haragas algériens qui sont arrivés en Espagne. Quelques éléments comme ça, hier des sauvetages, un homme, 17 hommes, 13 hommes, 18 personnes, notamment à Cabrera, port de l'Alma. C'est 9 embarcations et 123 personnes, 19 migrants, 18 hommes, une femme, un mineur, 4 migrants, 8 migrants, 19 migrants, 16 émigrés. C'est juste pour vous dire... Une femme enceinte et son bébé. Une femme enceinte et son bébé, c'est vraiment voilà, pour aussi vous alerter et vous dire un peu la situation. Alors chaque jour, les chiffres changent, bien évidemment, et on essaye de vous alerter et de vous donner ces éléments de réponse. En 2019, c'était 3600 haragas recensés, bien évidemment. C'est vraiment les haragas qui sont recensés, interceptés, car certains passent sans être interceptés. En 2020, c'est 15 000 haragas algériens qui sont arrivés seulement en Espagne. Actuellement, 2021 n'est pas terminé, mais on n'est pas loin des 13-14 000 migrants algériens, algériennes. La question qui se pose encore une fois, pourquoi il n'y a aucune réponse du chef de l'État, des autorités, aucun hommage, aucune minute de silence, aucun mot au sein de l'APS. C'est ce qui aujourd'hui est dramatique et qui met beaucoup en colère les Algériens et les Algériennes. Mais Chaban, la presse algérienne a repris cette information des 4 embarcations qui ont péri en mer. Oui, exactement. D'accord. On dit péri ou échoué. Mais enfin. Alors la presse en parle, mais on n'a pas eu un mot du chef de l'État, un hommage, une minute de silence. Enfin, il y a quand même là des centaines de familles, de mamans, de jeunes Algériens qui tentent, comme vous le disiez, de traverser la Méditerranée, quitte à perdre la vie. TSA maintenant, pénurie d'anticancéreux. Le ministre répond au professeur Bouzid, chef du service d'oncologie au CPEMC d'Alger. Voilà ce que dit le professeur. Le résultat de ces pénuries est que nous avons des enfants qui meurent faute de médicaments, alors que pour les cancers chez les enfants, dans 95% des cas, ils devraient guérir. La réduction de la fracture, dit-il, je cite toujours, des importations de médicaments, c'est fait au détriment des malades algériens. On nous parle du coût des médicaments, on nous dit qu'on a réduit la facture d'importation et cela n'a pas occasionné de rupture. Voilà ce que dit donc les responsables, notamment le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abdelrahman Lofti Jamel Ben Hamed. Voilà ce qu'il dit. Vous allez peut-être en débattre. La facture d'importation de médicaments a baissé de 300 millions d'euros en 2020 et mieux encore, de quoi mettre en colère les spécialistes. Il est prévu d'une baisse de 500 millions d'euros en 2021. Et le professeur Bouzid, le fameux cancérologue très connu, a déjà réagi pour dire que cette diminution d'importation est en train de coûter la vie à de très nombreux enfants cancéreux. C'est exactement ce que je disais en début d'intervention. Le Parisien maintenant qui reprend les mots du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Tant que vous ne reprenez pas vos compatriotes, on ne prend pas vos compatriotes. Divisé par 2 le nombre de visas accordés aux Algériens et aux Marocains et 1/3 en moins pour les Tunisiens. Une décision donc drastique, mais c'est une décision rendue nécessaire, a dit donc Gérald Darmanin. Il faut savoir qu'il y a 1 heure, donc l'Algérie annonce convoquer l'ambassadeur de France
France après l'annonce de Paris de durcir l'octroi des visas. Et avant de vous quitter, quelques éléments. De juillet à janvier 2021, 7731 obligations de quitter le territoire français vers l'Algérie ont été demandées, délivrées, seulement 22 expulsions. Et pour le Maroc, c'est 3300 et seulement 80 expulsions. Et pour la Tunisie, un peu plus. Sur 9400, on est à 131 expulsions. Voilà les réactions aujourd'hui, notamment ce matin, du ministre de l'Intérieur. Chaban, merci beaucoup. C'est moi. Alors, avant de recevoir professeur Nordin Oussat, quelqu'un m'a envoyé un message privé sur ma page, sur ma messagerie Facebook. Je vais vous la lire très vite, je ne vais pas tout lire. C'est son jeune voisin qui est parti à Harga. C'est un jeune Amin, il s'appelle, licencié fraîchement en sciences et technologies de l'université Mohamed Bougara à Boumerdès. Alors il me dit, il a préparé son petit sac en présence de son père et sa maman à 2h du matin. Puis il a salué sa maman avant de partir. Et c'est son père qui l'a accompagné à la plage, plage Coco Plage, à 500 mètres du domicile. C'est le témoignage du papa. Alhamdoulilah, il est arrivé, il vient de nous téléphoner pour nous le dire, et la mère est morte de joie. C'est terrible ce qui est en train d'arriver, et ce genre de situation, il faut le multiplier par des milliers. Alors, avant de vous quitter, je vous laisse lancer la caricature. La caricature, Abdallah, si on peut voir la caricature en plein pot, voilà, la jeunesse algérienne aujourd'hui. C'est clair, M. Tebboune qui soulève la mer et qui regarde en dessous pour mettre la poussière sous le tapis, la poussière que sont nos haragas. Il les met sous le tapis pour que personne n'en parle. Une caricature géniale comme d'habitude. Alors, mes chers amis, Abbas Hamadan, sur cette harga, cette tragédie indicible, c'est incroyable, puisqu'elle coûte la vie à des milliers. Depuis qu'elle a commencé, on ne connaît pas le chiffre, mais à voir ceux qui sont en train de périr ces derniers jours, on imagine un peu. Avant de répondre à la question, donc je tiens à présenter mes condoléances aux familles de ces victimes, et puis Allah yarhamhum. Pour le reste, le phénomène de Haraga, c'est un phénomène aujourd'hui qui est triste, affligeant pour nous tous. Hein. Quand on voit, on regarde la Méditerranée depuis plusieurs années, c'est en train de devenir le plus grand cimetière du monde. Jusque-là, c'était les corps qu'on retrouvait qui échouaient en Méditerranée, c'est des personnes qui venaient de pays où il y a la guerre. Donc, notamment la Syrie, la Libye, on a vu des déferlements extraordinaires hein, qui ont frappé les esprits. Or, ou ça peut devenir aussi des pays où il y a des tensions, des foyers de guerre. En Algérie, on n'est pas en guerre. En tous les cas, pas une guerre avec des balles et tout ça. Mais par contre, si on regarde bien, on essaye de dépasser un peu le superficiel. Il y a une véritable guerre qui est menée contre le peuple algérien aujourd'hui par le pouvoir. Comment ? Et quand on regarde des punairies organisées, on fait courir le citoyen du matin au soir derrière un sachet de lait, derrière 1 kilo de lentilles, derrière pour récupérer des liquidités. Tout cela, c'est organisé. Même les liquidités, même l'argent pour acheter ce qui est en pénurie, il faut courir après sa propre pension, ou sa retraite, ou son salaire. Absolument. Des chaînes, hein, il faut rappeler pour ceux qui ne savent pas, que les gens sont obligés de faire des chaînes de 2 jours parfois, 3 jours, pour pouvoir arriver au guichet et recevoir sa petite enveloppe. Alors, après, sur le plan fermeture totale du champ politique et médiatique, tu écris, on publie n'importe quoi sur Facebook qui ne plaît pas au pouvoir, on vous envoie en prison, avec des perquisitions et tout. Aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont poursuivies. Certains sont en prison, d'autres sont en liberté provisoire, etc. Donc on est en face, on dirait bien, c'est pas... Parce que si les guerres, elles provoquent des morts biologiques, cette forme de guerre invisible menée contre le peuple algérien, elle provoque des morts morales. Donc quand on voit quelqu'un qui joue sa propre vie, ou la vie de ses enfants, de bas âge souvent, à la roulette russe, c'est-à-dire
تمشي ولا ما تمشيش, on traverse, et c'est vraiment dramatique. Ça veut dire que les gens se considèrent presque comme morts potentiellement. Donc ils prennent de gros risques pour traverser la Méditerranée. C'est pas le suicide, ça peut ressembler un peu à un suicide, mais le suicide c'est un acte individuel qui se fait en cachette et tout. Là, c'est des familles entières qui participent à cela et qui sautent de joie parce que leurs enfants sont passés de l'autre côté de la Méditerranée. Alors que ce genre de départ à l'exil, etc., ça se traduit par des pleurs, par des... Là, voilà, c'est vraiment, on est dans une situation mais complètement affligeante, déplorable et triste. La dernière chose concernant les haragas ou l'immigration clandestine de façon générale, il y a quelque chose qui n'est pas visible, parce qu'il faut toujours aller au-delà de ce qui est visible pour comprendre un peu la douleur humaine, la souffrance humaine. Aujourd'hui, les haragas, les immigrés clandestins, ils perdent leur identité individuelle. Parce que souvent, quand on parle d'eux, ils sont assimilés à une masse. Donc, il ne s'agit pas de X ou Y qui a une personnalité, qui a une famille. Bon, ils sont assimilés. On traite, au niveau du traitement, que ce soit médiatique ou même au niveau des analyses ou autres, on les présente comme une masse de gens, donc l'individu. Et ça, je trouve ça, parce que quand on se met du côté du haraga, on le comprend. Oui. On le comprend. Voilà. Donc c'est assimilé à une masse d'individus qui fait perdre à chaque individu concerné sa propre identité. Et ça, c'est d'une violence extrême. Voilà. C'est peut-être ça qui expliquerait que M. Tebboune et les autres acolytes du régime n'aient pas cru bon de présenter leurs condoléances. C'est une masse, de toutes les façons, ce n'est quasiment pas identifié, quoi. C'est comme si ce n'étaient pas des êtres humains, à la limite. C'est un phénomène. C'est un phénomène. Phénomène voilà, c'est une donnée, c'est un fait divers. Il vaut mieux ne pas. De leur point de vue, bien sûr, du point de vue du pouvoir, c'est encore plus grave. Hein, parce que quand vous êtes président de la République, vous avez vos propres citoyens qui traversent la Méditerranée. Toute génération confondue, parce que ça c'est nouveau, hein, donc, toute génération qui traverse la Méditerranée, et que vous ne daignez pas réagir, présenter les condoléances, essayer de parler, de s'adresser au peuple, c'est que vous ne méritez ni votre statut d'humain, je dis, encore moins votre statut de président de la République ou responsable politique. Okay. Ça tombe bien, il n'est pas président de la République. C'est une fonction usurpée. Quoi dire, on commence à être fatigué et il va falloir s'accrocher de ces comptabilités, excusez-moi le terme, macabres. Voilà. Tant de ces non-visas, parce que et je reviendrai sur ça, moi je ne les appelle pas les haragas, je ne les appelle pas les clandestins et encore moins voilà, parce que les mots ont leur importance, c'est sans visa. Donc tant faire la comptabilité de ces personnes qui depuis longtemps quand même perdent leur vie en mer, mais également faire la comptabilité des détenus. Hein, des détenus d'opinion, des détenus du Hirak, des Algériennes et des Algériens qui sont dans les prisons algériennes pour leurs opinions, pour leurs paroles, pour leurs écrits, et que sais-je encore. Donc ça devient de plus en plus difficile, mais il va falloir tenir. Voilà. En ce qui concerne, comme disait la chanteuse tout à l'heure, Rajamziane, ce pouvoir est toxique. Voilà, il ne peut produire toxique, disait la chanteuse, la chanson tout à l'heure. Que nous remercions parce que nous la passons souvent avec son approbation. On l'a rencontrée à la place de la République. C'est une vraie hirakiste. C'est une vraie hirakiste, effectivement, et elle expliquait il y a quelque temps pourquoi elle ne voulait pas, pour l'instant en tout cas, rentrer au pays. Et je la comprends effectivement, parce qu'elle rentrerait au pays, elle se retrouverait derrière les murs des prisons. Un symbole. Toxique, c'est pas rien. Toxique, ça tue. Oui. Toxique, ça participe à tuer, et ce pouvoir est toxique.
Voilà. Donc, en ce qui concerne les sans-visa, en ce qui concerne les jeunes et les moins jeunes qui partent, d'abord, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis des années, que ce soit les Algériens ou là, les jeunes d'Afrique subsaharienne ou là, les Marocains, les Tunisiens, etc. Mais effectivement, depuis en tout cas la fin momentanée du Hirak et des marches, il y a eu une augmentation très 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 nette. Les chiffres, malheureusement, le Vous faites bien de le rappeler parce que pendant le Hirak, ça a complètement Voilà, cessé. parce que pendant le Hirak, il y avait un espoir. De l'espoir. Il y avait de l'espoir. Et donc, je ne dis pas qu'il n'y avait plus aucun jeune qui voulait partir à l'étranger, mais en tout cas, les chiffres n'étaient pas ceux qui nous sont annoncés aujourd'hui, y compris le printemps et l'été, parce que c'est souvent le printemps et l'été et un peu le début de l'automne que les gens partent le plus. Donc, il y avait très très peu, pour ne pas dire pas de départ. En tout cas, les plages n'étaient pas prises d'assaut comme elles le sont ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc voilà, c'est en fait, et c'est pour ça que je lis ça, du verbe lié à la question du pouvoir, il est toxique et il est responsable de cette situation. Il est responsable de cette situation. Donc, moi, je dirais, par rapport à ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, les condoléances, mais qu'il ne fasse pas de condoléances. Mince accouche, on n'a pas besoin de ces condoléances. Il participe, au pluriel, il participe au crime, ensuite ils vont venir pleurer avec nous sur le corps des victimes. Non, ce n'est pas la peine. Au moins, Il fait bien. Pour moi, ils font bien et il fait bien de ne... Alors, je comprends la réaction des parents, la famille, les proches qui voudraient entendre, mais ce serait trop facile. Ce serait trop facile pour des gens qui sont responsables d'un pays, qui sont soi-disant responsables d'un pays, soi-disant responsables d'un peuple, et qui voient leur jeunesse partir comme ça, et même mieux, qui criminalisent cette jeunesse, parce que les jeunes qui sont attrapés par la gendarmerie ou par les gardes-côtes, quand ils reviennent, ils sont pris en charge par les tribunaux. Je n'appelle pas ça une justice, par les tribunaux. Donc ils tombent sous le coup de la loi, c'est une loi, ils tombent sous le coup de la loi, ça a été mis en place du temps d'Ouyahia. Voilà, donc que les harragas, comme vous les appelez, quand ils sont attrapés, doivent payer ou aller en prison, ou payer des amendes, etc., quand ils sont ramenés par les autorités. Donc voilà, il y a la responsabilité, il faut fixer la responsabilité, et la responsabilité est sur ce Tebboune et tous les Tebboune de ce pouvoir, mais il va falloir continuer à y croire, en tout cas que ce soit au pays ou à l'extérieur, et continuer à y croire, et continuer à faire en sorte de songer, d'aller du toxique vers le rêve, quoi. Nordin Afsat. Oui, pour parler de cette question... D'abord, merci d'être avec nous. Merci toujours pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau d'Al Maralibiya. Merci. Et je remercie aussi nos téléspectateurs et téléspectatrices. Salam alaikum, Azul Flawan. Et bonsoir, comme dirait c'est Jamaldine. La question des harragas, comme dirait Camus, mal nommer les choses, c'est un peu rajouter au malheur du monde. Mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Il faudrait déjà qu'on s'entende bien, de façon objective, sans émotion, sans sentiment, je dirais, sur l'appellation. C'est des vrais harragas, et même pire, je dirais, que des harragas. C'était déjà un drame. Dans ce sens de la transgression. Oui. Son visa, Hakimi semble un peu formel, alors que là, c'est un côté transgression. Nombreux ceux qui sont passés par là. Quand on est venu la première fois dans les années 80 pour les études, tu viens avec un visa touriste et on te dit retourne, ramène un visa long séjour pour finaliser ton inscription, etc. On le faisait, on retournait, on nous donnait le visa, on revenait, on s'inscrivait normalement à l'université, on continuait nos études. Tout le monde s'est retrouvé à un moment ou à un autre sans visa parce qu'il a dépassé le délai de son visa et son nombre, on te fait une petite, au niveau du consulat, une petite amende ou une petite sanction, voilà, on te réduit le visa suivant, etc. Non, sans visa, c'est autre chose. Mais là, on est vraiment dans un phénomène de harga, un phénomène, beaucoup de choses, et je vais y arriver. Hargo les frontières. Je vais y arriver. Hargo les limites. J'y arrive. Il y a beaucoup de choses qui sont brûlées, qui sont cramées, qui sont... voilà. On était dans un drame, si Jamaldine, depuis un moment.
Puis c'est passé à une tragédie depuis ces derniers temps. Mais je pense que ces derniers jours, on est carrément passé dans une plaie. Moussiba. C'est vraiment une véritable calamité plutôt. Je dirais, on tourne, ça l'est depuis quelques jours. On entend des femmes enceintes. Oui. Avec des enfants. Tout à l'heure, j'ai dit en qu'un bas bébé, âge. c'est une femme enceinte et son enfant, Voilà. en bas âge. Oui. Plusieurs femmes enceintes, d'après les derniers chiffres recueillis par Jeune Afrique qui ont été publiés cet après-midi. 2700 personnes depuis du 1er au 28 septembre. Du 1er au 28 septembre. Ça, c'est les derniers Ça, chiffres. c'est les personnes qui ont été interceptées. Voilà, les personnes qui ont été interceptées, 2700, et eux, ils comptabilisent 100 morts. 100, Mia. Mia. Jeune Afrique. Uniquement depuis le début du mois de Du septembre. 1er au 28 septembre. Miat Wahed. Voilà, Miat Wahed. Sur 2700 interceptés, voilà, Miat Wahed. C'est une hécatombe. Peut-être, voilà, c'est une hécatombe. C'est une 100 véritable, morts. c'est une véritable hécatombe. C'est une véritable hécatombe. C'est pour cette raison, je voulais parler tout à l'heure du 10 000 milliards, mais je pense que c'est dérisoire devant ce que j'aimerais dire. Pertes, oui. Si Jamal Din, comment il s'appelle, Abdelmajid Tebboune, dans son dernier discours, il y a eu des nouveautés. Moi, j'ai juré le 15 août dernier, j'ai dit je ne fais plus de commentaires sur les discours de cet homme. Je fais plus Mais là, cette fois-ci, parce qu'il a changé un peu dans son discours, il vient nous la jouer, Abou Bakr as-Siddiq a dit. Oui. La dernière fois, d'ailleurs, il y a un qui est venu hier sur ma page, il me dit son mérite qu'il a au moins cité Abou Bakr as-Siddiq. Alors, أنا نقول لكم يا أولاد البلاد يا المواطنين والمواطنات, je vais m'adresser directement. عبد المجيد تبون ما يكذبش عليكم, ما يغركمش. أنه قال لكم كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. واذكر الكلمة هذه القوي عندكم والضعيف عندكم. Je ferai juste remarquer que le deux mots avant cette phrase, قبل هذه الكلمة, يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه الكذب خيانة والصدق أمانة. Plutôt, il commence par صدق أمانة والكذب خيانة. Ça, je pense et je suis convaincu que Abdelmajid Tebboune ne connaît pas du tout ça. ما يعرف الصدق ما يعرف الكذب. Mais j'aimerais dire mieux que ça. يعرف الكذب. Il fait que ça. Il ne fait que ça. D'ailleurs, Adel Jabbar, notre ami du بارك Canada, الله في سعادة الجبار. il l'a appelé comment Kedboun. كذبون. Et il a raison. بارك الله فيك سعادة الجبار. Je suis sûr qu'il est en train de suivre l'émission. Mais j'aimerais lui rappeler, parce que c'est un lien avec notre sujet. Il dit Omar ibn Khattab رضي الله عنه, je vais le citer. قال لو أن جملا أو شاة أو حملا هلك على شط الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه. Il dit, si un chameau, une brebis ou un poulain venait à périr sur le bord de l'Euphrate, j'ai fort à craindre qu'Allah me demande des comptes. Parce que c'est le dirigeant, c'est le responsable. Là, il s'agit d'un chameau. Oui. D'une brebis et d'un poulain. راه 100 واحد في هذا الشهر فقط ماتوا في البحر. يا تبون يا عبد المجيد تبون, واش رايك؟ ماذا تقول في هذا؟ Voilà ce qu'on a à dire. On y reviendra tout à l'heure sur le sujet lui-même. C'est une tragédie. On ne peut rien dire d'autre. Mais c'est des haraga et la responsabilité, je suis désolé, même si je me suis adressé directement à Abdelmajid Tebboune en disant, c'est parce qu'il est le premier responsable, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Gardons-nous de faire des erreurs d'analyse de ce phénomène de harga. Il n'est pas le seul. Il est le premier. Il est le plus grand responsable. Et avant lui, ceux qui l'ont placé. Il y a ceux qui l'ont placé. Mais ce n'est pas le peuple qui l'a porté à ça. Pas du tout. Pas du tout. Un mot? Oui, non. Il n'est pas le seul, ça c'est évident. Il n'est pas le seul responsable, c'est le régime et le pouvoir tout entier. Sinon, il faut dire qui serait également responsable. Sur la question de Harraga... Nous, on est responsable quelque part aussi. Pardon.
Oui, peut-être vous, mais voilà, je ne suis pas... Et vous aussi, hein? Moi je dis vous aussi. Nous tous. D'accord. Non, Non, je suis nous pas, tous. si je pouvais Oui. développer un petit peu, non, je ne vois pas en quoi ceux qui ne font rien, c'est pas pour polémiquer, mais ceux qui ne font rien pour que ces choses-là arrivent, et non seulement ne font rien, en l'occurrence les gens qui sont ici et qui se battent pour que ces choses-là arrivent, je ne vois pas en quoi ils seraient responsables. Donc moi, je ne me sens pas responsable, je me sens responsable de la question dans le Hirak, de la question des mouvements sociaux, des mouvements citoyens, etc. Mais que les jeunes partent, c'est peut-être parce que nous n'aurions pas réussi à renverser ce régime, oui, mais les rapports de force, excusez-moi, ne sont pas trop en notre faveur. Juste un mot sur la question des Harkas. Je comprends que vous teniez à des Harragas, que vous teniez à ce mot, et oui, nous sommes d'accord, les mots ont leur importance. C'est sans visa dans le sens où ils seraient partis avec des avions ou avec des bateaux s'il y en avait, s'ils avaient obtenu des visas. Et donc leur droit d'obtention de visa n'est pas accordé. Harraga quoi? Effectivement, vous me dites les frontières. Eh bien, les frontières, pour des gens comme ça, pour des gens démunis, pour des gens qui n'ont pas, les frontières, ça n'existe pas. Voilà. Et donc, ils brûlent des choses qui, personnellement, dans leur situation, je ne le reconnais pas. Donc, pour moi, et il faut appeler les choses par leur nom, Harraga, d'autant que, et j'en termine, d'autant qu'ici en Europe, il faut parler de ces choses-là, et Harrag, l'étranger, l'européen, le français ne comprend pas ce terme. Si nous devions essayer d'expliquer un peu les causes profondes de cette harga, parce que nous sommes tous tentés de croire que c'est d'abord des conditions économiques, des causes économiques. Or, la harga, aujourd'hui, elle coûte 70 millions de centimes, c'est-à-dire 35 fois le SMIC. 35 fois le SMIC. 3 ans de SMIC. Et généralement, ce sont les familles qui cotisent, les propres parents qui payent pour envoyer leur enfant à la mort, quasiment, avec une petite chance qu'ils puissent débarquer. D'après vous, quelles sont les causes profondes de ce phénomène? En fait, pour expliquer, quand il y a eu les Hirak, on a évoqué ça tout à l'heure, il y a eu une diminution mais nette du nombre de Haragas. Pourquoi? Parce que l'espoir est revenu chez les citoyens algériens. Les Algériens ils l'ont démontré par le passé, ils sont capables de vivre dans la sobriété, mais à condition qu'il y ait dans le cadre d'une... S'il y a la misère, on la partage. Ce qui est insupportable, c'est de voir une minorité qui s'est accaparée du pays, du peuple et des richesses, qui s'enrichissent, qui gaspillent l'argent du peuple, et de l'autre côté, on a une majorité qui est frappée par une misère multidimensionnelle, misère économique, sociale, culturelle. Aujourd'hui, quand on est algérien, si on n'a pas de travail, donc on subit tout. Si on est jeune, comme je disais la dernière fois, on n'est pas en bas de l'échelle, on est en dehors de l'échelle. Si on prend une échelle pour mesurer, quand on est jeune en Algérie, on est en dehors de l'échelle. Donc il y a cette misère, mais même quand on a un bon revenu, on a un statut social entre guillemets, ben on a besoin, ça ne s'arrête pas là. Même si on arrive à subvenir aux besoins alimentaires, à manger, acheter de temps en temps la viande et tout ça, mais on a besoin de sortir, d'aller au théâtre, d'aller au cinéma, de sortir en famille, d'aller voir les voisins, d'aller voir la famille. Et tout cela, ça fait partie des besoins de l'être humain. Quand tout cela devient impossible, parce que la misère, elle est, comme je disais, elle n'est pas que sociale, elle est aussi culturelle, morale et tout ça. Le fait de voir l'injustice, mais l'injustice de façon flagrante, donc ça finit par démoraliser les gens. Donc voilà. Donc en fait, si on prend la typologie des personnes qui recourent au phénomène de Haraga, ça ne couvre pas que les catégories de personnes qui sont dans le besoin, ils n'ont pas de travail et tout. Ben, ça touche y compris des gens qui ont un statut, qui ont une situation et tout. C'est pour ça que je suis persuadé, c'est-à-dire les raisons, en fait, ils sont différents en fonction de
de telle ou telle catégorie. Juste petit rajout, petit rajout. Effectivement, je partage complètement cette analyse. Je dirais qu'il y a aussi, je ne sais pas ce que vous pourriez en dire, ceux-là, c'est ceux qui n'ont pas de visa. Mais il y a ceux qui viennent avec des visas et donc qui ont des moyens, qui ont des travails, qui ont une situation sociale et qui restent. Voilà. Et qui viennent maintenant avec le choix de rester. Njib visa, noqad. Voilà. Et qui peut leur deviennent des harragas. Voilà, c'est ça. Donc, et ceux-là, on ne les compte pas dans tous ces chiffres qui sont donnés. Mais ils viennent par des moyens sûrs. C'est ça. L'avion, le bateau, alors que les autres... Plus sûr, oui, bien sûr. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que par rapport à cette situation catastrophique qui est vécue chez nous, voilà, il y a ces personnes qui traversent, ces personnes qui décèdent en route, mais il y a aussi d'autres qui ne sont pas... Par d'autres moyens, voilà. qui sont peut-être plus nombreux. Voilà. La preuve, nous avons en France 15 000 médecins algériens qui sont venus par visa touristique. Tous sont venus avec visa touristique. Voilà. Et on ne parle que en France. Alors, la cause d'après vous. Je vais redire ce qui vient d'être dit, effectivement. Non, si vous voyez autre chose. Non, d'abord, c'est un pays en permanence dans l'instabilité. Donc même quand vous avez, etc., vous possédez, vous ne savez pas ce que vous allez faire la semaine prochaine, comment vous allez vivre la semaine prochaine, ou là dans 2-3 jours. Donc il y a une instabilité permanente, aucune sécurité. Les gens ont besoin de sécurité, ont besoin d'avoir des perspectives pour eux, professionnelles, familiales, etc. Il y a donc, dû à l'instabilité politique, il y a une instabilité multidimensionnelle dans le pays. Il y a bien évidemment, tout le monde le sait, j'y reviens pas longuement, les questions économiques et sociales, particulièrement, mais pas seulement les jeunes, et j'aime beaucoup effectivement votre manière de dire les jeunes sont en dehors de l'échelle, c'est même pas dans l'échelle, et il y a bien sûr, redire, mais c'est important, les questions d'espoir. Voilà, il y a des perspectives, donc encore une fois... Pourtant, quand ils sont là, ce n'est pas la joie. Hein. Moi, je les vois à Barbès. Non, c'est ce qu'on passe, notre temps. Moi, j'ai passé 30 ans. Et pourtant quand ils sont raccompagnés par la police pour être expulsés, c'est un spectacle. Ils crient, ils se débattent, ils veulent se suicider. Et on a qui ont été refoulés et qui sont revenus pour dire que malgré la vie qu'ils mènent, ici, ils ne veulent plus retourner là-bas. Voilà. C'est terrible. Juste pour finir, effectivement, il y a aussi autre chose qui est peut-être due pas seulement au pouvoir algérien, c'est la situation dans le monde. On est dans un monde où il y a de la circulation, les jeunes aujourd'hui veulent apprendre, sont en contact, sont mondialisés, savent ce qui se passe ailleurs, donc ils veulent aller tenter de voir ce qui se passe ailleurs en voyageant. Donc ce que vous dites est vrai, on leur parle de la situation, nous qui avons eu l'opportunité, les privilèges de voyager, de vivre dans quelques pays étrangers, on leur parle de la situation ici. Ils disent non, je pars quand même, et j'ai le droit, et je le comprends, j'ai le droit de vivre mon expérience comme toi tu as vécu ton expérience. Voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est pratiquement impossible, en tout cas extrêmement difficile, d'arriver à convaincre un jeune de rester là-bas et de créer, et ça avant la situation même que nous sommes en train de vivre. Voilà, donc mais cette solution, ce problème à ces remèdes, nous en parlerons, c'est aussi des questions politiques, c'est aussi des questions d'ouverture, c'est des questions de liberté. Aujourd'hui, les jeunes sont sur un réseau social qui a été nommé tout à l'heure. Si vous faites quelque chose, vous allez en prison. Donc voilà, c'est même plus une question je signale au passage que Fodel Boumala a été relâché. Ah, oui. Super. Alors, voilà. Nordin Afsat. Oui, donc pour revenir aux causes, les raisons, pourquoi, qu'est-ce qui est à l'origine de ce phénomène, de cette tragédie, de cette calamité qu'on a nommé tout à l'heure. Bien entendu, il y a diverses, je dirais, causes. Ça a été cité, le côté économique. Moi, je me suis donné le temps d'écouter, d'aller sur des sites, des pages où il y a des témoignages, notamment une page dédiée à ce phénomène, Haraga des aides, qui compte 100 000 abonnés et qui reçoit tous les jours plein de témoignages. Ils font des zooms, ils interviewent des gens, etc. Il y a
a notamment un exemple, un jeune de 18 ans. Bon, il y a quelques incohérences dans son témoignage, mais ça se résume au fait qu'il est d'une famille, disons, plutôt aisée, la Bas Alihom. Ils ont 4 garages, c'est lui qui le dit. Il a un diplôme de mécanique, il lui-même il maîtrise la mécanique. Il a espoir, en arrivant ici, de trouver un travail dans la mécanique. Il dit qu'il a lui-même économisé 120 000 dinars, 12 millions de centimes. Sa maman, elle lui a complété de 180 000 dinars. Par contre, lui, il parle de 300 000 dinars, al-harga. Ça dépend le beauté. Alors, je ne sais pas. Ça dépend le beauté, exactement. Je ne sais pas ce que c'est. Apparemment, ça va de 30 millions, un minimum, jusqu'à 80. Jusqu'à 80. Ouais. Donc, lui, voilà. Donc, ce n'est pas seulement des raisons. Il parle de quelqu'un d'autre qui est parti avec eux dans la même embarcation, qui venait de sortir de son travail, de finir sa journée de travail, et on a averti qu'il y avait possibilité de partir le soir même. Il parle de lui, qu'il travaillait, qu'il gagnait 18 000 dinars, qu'il est parti comme cela. Donc les raisons économiques en Algérie, ce ne sont pas ni les seules, ni les principales. Parce que, Dieu merci, il reste encore la solidarité en Algérie, il reste familiale ou bien la solidarité entre Algériens. Personne ne meurt de faim. On n'a jamais trouvé quelqu'un sous un pont, en famille ou individu mourant ou bien ayant péri de famine. Il y a un autre phénomène, c'est bien ça aussi, c'est que certains, figurez-vous, c'est que c'est bon, خلاص خرج من الغرقة وإلا مات شهيد يروح للجنة. واحد قال لنا un jour حراق qu'on a reçu dans une émission, on n'était pas vivants, on était déjà morts. Donc, autant essayer de retrouver la vraie vie. Sauf que, objectivement, voilà, une mort, je dirais, morale, une mort psychologique, une mort réelle, nous savons que ça n'a rien à voir, c'est-à-dire périr dans ces conditions-là. Il y a aussi un autre phénomène, il faudrait le dire, peut-être qu'ils ne sont pas tous au courant de ça. On sait comment ils sont traités ici. Celui qui vient le nez, je dirais, en l'air et qui vient la tête en l'air, etc., ici, il est obligé de courber les chines. Dans certains centres de rétention, dans certains, comment ils sont accueillis, ils ne sont pas accueillis avec un tapis rouge, ils ne sont pas accueillis, il doit faire la queue, il doit suivre une certaine discipline carrément carcérale dans certains endroits. Et non seulement il va vivre tout le temps anonyme, il n'a pas d'identité, c'est un chiffre parmi d'autres. Il y a 2725 clandestins ou immigrants clandestins, il y a 2757 parce que 2 qui se sont rajoutés, ça reste un numéro. Donc il faut faire très attention. La question, il faut la prendre dans toutes ses dimensions. Moi, par exemple, en tant que compatriote avec ces gens-là, et moi aussi en tant qu'imam aussi, je dois avoir, j'ai reçu des dizaines d'insultes parce que j'ai parlé de ce phénomène avant-hier. Je dis, ne vous leurrez pas, il n'y a pas de shahid ici. Il ne faut pas comparer avec le prophète. Et comme ils trouvent, ils sont tous devenus des imams, ils sont tous devenus des muftis, ils sont tous devenus des clercs en religion. Il te dit, le prophète, il a fait la migration de la Mecque à Médine. Il avait envoyé quelques années auparavant ses compagnons, ils ont émigré en Abyssinie, donc ça se fait déjà dans notre religion, etc. On fait que refaire. Muhajirin, ça y est, ils sont des muhajirin, ces gens-là, et en plus, ils périssent en cours de route avec des embarcations de fortune, et donc il va au paradis. Mais comment expliquez-vous que malgré ces conditions atroces, c'est vrai, qui sont dans les centres de rétention, et même quand ils sortent des centres de rétention, quand ils vont à Barbès, par exemple, pour vivre, ils sont obligés de vendre des cigarettes, Marlboro, ou de trouver un moyen. Mais comment expliquez-vous que malgré la vie très dure qu'ils mènent ici, ils donneraient tout pour ne pas retourner là-bas, quitte à faire des tentatives de suicide? Donc on est le cas de quelqu'un qu'on a raccompagné à la frontière qui s'est suicidé.
À l'aéroport. Oui, oui. Donc, comment expliquez-vous? Vous savez une chose, c'est Jamaldine, ça on le sait maintenant, donc les psychologues le savent, donc les analystes, les comportementalistes le savent aussi. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est lui-même, c'est son cerveau. Quand votre cerveau ne regarde qu'une partie du phénomène, quand vous regardez vos yeux, votre esprit, votre cerveau, votre pensée, elle est rivée que sur un aspect. Vous oubliez l'autre aspect. Je vais vous citer un exemple que je l'ai lu aussi sur un commentaire. Moi-même, j'ai failli un peu, comment dirais-je, basculer de ce côté. Il te dit ça, voilà. Il dit عندك villa في البلاد. Vous avez une villa, mais vous n'avez pas d'eau. Villa, machallah, etc., qui coûte des milliards, mais vous n'avez pas d'eau. Vous ne pouvez rien faire. Vous avez de l'argent, mais vous cherchez à acheter des produits, vous ne trouvez pas, parfois même des produits de base à acheter. Vous avez un iPhone 11, vous avez un réseau de rien. L'internet ma cache. Internet ma cache, réseau ma cache. Il cite comme ça de ces exemples, il en a cité 2 ou 3 autres. C'est vrai. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que ici... Il y a trop de carences, il y a trop de vides. Il y a trop de carences, c'est-à-dire qu'ici, il a une chance sur 2 dans son esprit. Au bled, au pays, il se voit qu'il a 0 chance. C'est pour ça que vous parlez qu'on est déjà mort, c'est-à-dire qu'ils se sont déjà morts sans mourir. Alors autant mourir en mer en ayant tenté quelque chose. Franchement. Alors, si vous permettez, pardon, je rappelle très vite, 2001, parce que très vite. Je rappelle pour une fois, ce sera très vite. 2001, les jeunes, le mouvement de 2001, le mouvement citoyen, particulièrement en Kabylie, les jeunes allaient voir la gendarmerie en disant vous pouvez tirer, nous sommes déjà morts. Oui, voilà. Oui, Ça, comme tout quoi. à fait. Alors, si vous permettez, nous allons passer au sujet de visa. Donc, la France a annoncé qu'elle procédait à une réduction, mais alors drastique, c'est un mot trop faible, de 50% des visas qu'elle accordait à l'Algérie et au Maroc et de 30% seulement pour la Tunisie. On ne comprend pas d'ailleurs pourquoi. Mais réduction de 50% alors que les visas qu'elle accordait, par rapport aux demandes, ils étaient déjà très faibles. Alors, des gens spéculent sur des conditions et d'autres, sur des causes et d'autres, mais beaucoup disent, et c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui d'ailleurs, certains disent non, c'est la course à qui est plus anti-émigré que les autres, entre les Zemmour, les Mélenchon et les autres, et les Macron et la droite surtout et l'extrême droite. Et donc M. Macron aurait dit كيف يقولوا أقل الإيمان. Donc moi aussi j'y vais de mon côté. Et c'est pas ça le problème. Tant qu'avec. C'était bien tenté en tous les cas. Ah oui. Alors Abbas Hamadan, sur ce point. Moi je pense que cette décision-là, elle est à destination, finalité, consommation interne. Parce qu'on est en période préélectorale, donc il y a une espèce de surenchère entre les différents candidats, les deux droites, et de la droite extrême et de l'extrême droite, pour qui le plus anti-immigré, le plus... voilà. Après, pour le reste, si on regarde objectivement, on observe un peu de plus près une telle décision. Elle pénaliserait qui? Parce qu'elle est censée pénaliser le pouvoir. Oui. Elle va pénaliser le citoyen ordinaire, c'est-à-dire les étudiants, les gens qui veulent venir voir leur famille, etc., etc. Parce que les dirigeants, les généraux, leurs représentants civils, ils n'ont pas besoin de visa, ils ont des passeports diplomatiques. Quand ils ne sont pas représentants permanents à l'ONU, pour ne pas citer la fille du général Chengreh, ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas ce problème. Donc la France, c'est pour ça que je dis, ils savent tout cela. Donc c'est vraiment, moi je ne lui donne pas plus d'importance que cela. C'est vraiment une décision qui s'inscrit dans la campagne Mais le prétexte qu'ils ont avancé, officiellement, c'est le prétexte officiel, enfin le motif, eux ils ne disent pas prétexte, c'est nous réduisons parce que nous avons averti les Marocains et les Algériens, on leur a dit vous reprenez vos clandestins qui sont chez nous, si vous ne les reprenez pas, nous allons devoir sévir. Et ils n'ont pas pris notre menace au sérieux,
Donc nous avons sévi. Le prétexte en soi, pourquoi le régime algérien ne reprend-il pas ces clandestins comme ils disent eux? On revient toujours au sujet. C'est en fait, aux yeux du dirigeant algérien, le peuple algérien, ne représente aucun intérêt. Il n'a aucune valeur à leurs yeux, le citoyen. Mais ils sont en train de dire maintenant, la réaction algérienne, ils sont en train de dire, ils se sont précipités, les Français, on allait venir pour discuter de ça. Oui. Et d'ailleurs, nous allons convoquer l'ambassadeur de France. Ils sont encore en retard. Mais ça, c'est de la gesticulation politicienne. Hein, parce qu'en fait, si vraiment la France, c'est pour ça que je dis, c'est un jeu de poker menteur, comme on dit. C'est un jeu de dupes. Parce que s'ils voulaient vraiment exercer un moyen de pression sur les dirigeants algériens, et ils ont bien d'autres moyens. Ils n'ont qu'à brandir les biens des dirigeants algériens qui sont en France. On peut vraiment, si on veut toucher. C'est pour ça que je dis vraiment, on est là en train de faire c'est un jeu de rôle entre le pouvoir algérien et son parrain, le pouvoir français. Et ça veut dire qu'ils se menacent les uns les autres en se faisant des clins d'œil. Oui, bien sûr. On est vraiment dans la commedia dell'arte. Vous leur prêtez beaucoup trop, là. La commedia dell'arte. Oui, bon. Même pas vaudeville, hein? Oui, en fait, j'ajouterais Commedia dell'arte dans l'absurdistan. L'absurdistan. Voilà, on peut le dire. Là, le pays de l'absurdistan. Le pouvoir de l'absurdistan, en tout cas. D'abord, première chose, je pense énormément, et encore une fois, une autre catégorie qui doit recevoir notre soutien et notre solidarité, c'est ceux qui auraient pu obtenir des visas et qui, du fait de cette décision, que ce soit tunisiens, marocains ou algériens, ne vont pas pouvoir obtenir de visa. Donc les Algériens qui répondent aux critères pour l'obtention des visas, et il y en a, qui vont les demander, qui vont payer, qui vont avoir des refus. Donc ça aussi, il faut comptabiliser, ça aussi, ça va entraîner des rancœurs, des frustrations là-bas au pays. Et qu'est-ce que tout ça, et toutes ces frustrations qui s'accumulent, tout ça, qu'est-ce que ça va devenir? Parce qu'il faudrait qu'on reste dans la Selmiya. Ensuite, pour la France, d'abord, c'est inadmissible, il faut le dire, à ce pouvoir, à ce gouvernement en France, c'est inadmissible qu'ils fassent ce chantage. C'est un chantage qu'ils sont en train de faire sur la vie moindre frais, sur le dos des petits. C'est sur le dos d'enfants du peuple, et un chantage avec leurs amis, comme vous étiez en train de dire, avec leurs amis d'Alger. Donc, et ça, il faut le faire entendre aussi. Nous qui sommes ici, il faut aussi faire entendre nos voix que nous refusons de la part des autorités françaises, gouvernement ou Élysée, y compris des Français, doivent se prononcer, parce que cette décision est inadmissible. Voilà, parce qu'on parle d'êtres humains et on ne fait pas de chantage entre des. Voilà. Dernière chose, c'est de la consommation interne. Toute la droite, et malheureusement même un peu plus que la droite, court derrière l'extrême droite et les voix de l'extrême droite. Donc je pense que c'est un fonds de commerce. C'est un fonds de commerce qui risque de leur revenir dans la figure un jour, malheureusement d'ailleurs. Alors, vous parlez de visa normal. Vous allez voir une chaîne des étudiants, il y a 2 ans, je crois, nous allons voir la date sur les images, en 2018, des étudiants qui voulaient avoir un visa pour la France pour finir leurs études. Vous allez voir quelque chose d'absolument incroyable. Et justement que la France est intéressée par cette catégorie de la population. Nous parlions maintenant des 15 000 médecins qu'ils ont cueillis comme des fruits mûrs. Ils n'ont pas payé les études. Ils les ont eu en fin de cycle. Ils les ont juste un peu recyclés et lancés dans la production Taïba. Mais il n'y a pas que ça. En fait, il y a eu des études économétriques pour dire le coût d'un médecin.
C'est-à-dire de la maternelle jusqu'à c'est plusieurs centaines de milliers, pour ne pas dire plusieurs millions d'euros. Là, il arrive avec un diplôme, avec une expérience. Gratuit. Offert. Il est payé moins cher que les autres. Et il n'y a pas que ça. La France et les autres pays européens aussi, avec le vieillissement de la population, et surtout que leur population est généralement un tant soit peu diplômée, il y a certains emplois qui ne peuvent pas être effectués par les Français. Ils ont donc besoin pour nettoyer leurs rues, vider leurs ordures, conduire leurs bus, leurs trains. Donc ils ont besoin que les gens viennent. Et comme il n'y a pas d'immigration comme avant par le bureau de main-d'œuvre, donc généralement c'est des gens qu'ils régularisent, qui viennent avec le visa. Alors nous allons voir ces images et après je donnerai la parole à Nordin Awsat. Vous avez vu ces jeunes qui veulent tous, c'est des étudiants en fin de cycle, hein, ou du moins c'est-à-dire ils veulent finir leurs études ici, mais qui ont déjà leur diplôme là-bas d'études supérieures. Mais attendez, il y a aussi cette fameuse offre d'emploi dont nous a parlé la Sonatrach. C'est incroyable, hein. Ils ont fait un battage médiatique sur ça. Je crois que c'est pour 120 emplois. 120 emplois. Alors regardez ces images. Alors, j'aimerais qu'on nous prépare ces images de députés qui nous disent pourquoi les Algériens veulent Harga, les députés algériens, parce qu'ils disent, pour la plupart, non, mais ces gens, ils ne veulent pas aller là-bas pour le travail, il y a du boulot ici. On est en train de supplier les gens pour venir travailler, ils ne veulent pas travailler, c'est des fainéants. Ils vont là-bas pour, comme l'a dit Belkhadem, si vous vous rappelez, pour épouser une blonde et acheter un survêtement Lacoste. Il l'a dit comme ça, hein. Ouais. Alors, Nordin Awsat, et après on va montrer l'image des députés. Ouais. Donc il y a 3 points sur cette question, Si Jamel-Din. Le premier, c'est l'immigration d'une manière générale. Vous avez un peu lancé le débat sur ce point. L'Europe a besoin d'immigration. C'est-à-dire, il y a des estimations, je ne sais pas, sur les 3 prochaines décennies, voire ils ont quelque chose comme 30 millions d'immigrés d'une manière générale. L'Allemagne, on sait que ça fait quelques années qu'il n'y a plus de renouvellement de génération. La fécondité en France, elle est la meilleure d'Europe, ça va, mais ils ont besoin quand même de main-d'œuvre. Un exemple, l'Angleterre actuellement, elle est en crise majeure. Elle est en crise majeure. Des queues de plusieurs centaines de mètres devant les stations d'essence. Les Tesco les étals commencent à se vider. Pourquoi ? Juste parce qu'il manque de chauffeurs de camions. Il manque de chauffeurs de camions, donc et là, ils ont besoin, ce que j'ai lu tout à l'heure, de 100 000 chauffeurs poids lourds. 100 000 chauffeurs poids lourds. Et donc, ils ont besoin, surtout avec leur sortie de l'Europe et le changement des autorisations et des visas d'entrée. Donc, ils sont là, ça fait quelques jours, ils sont une crise majeure. Donc, voilà. Donc, l'immigration, elle va se faire. L'Europe, la France notamment, elle ne pourra pas s'en passer de cette immigration. Et c'est pour cette raison que je vais m'adresser, moi, à ces jeunes Haraga et à tout le peuple. Faites vite,
Faites que le Hirak réussisse et que l'État démocratique vienne, et cet État-là qui va négocier avec la France au lieu de quémander des visas, il va négocier des immigrations dans l'art de comment elle se fait au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Ils peuvent l'imposer. Pas ces gens-là qui sont au pouvoir, parce qu'on en a déjà parlé, ils ne le feront pas, mais un État démocratique issu de la volonté populaire demain, il va dire on va négocier pour les étudiants, on va négocier pour les diplômés, on va négocier pour les chauffeurs de cars, les chauffeurs de bus, les ceci, les cela. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut dire que on parlait, ça a été dit, c'est électoraliste, c'est sûr, c'est consommation politicienne, c'est sûr, mais il ne faut pas oublier une chose. La France, depuis 2007, le discours politique, les valeurs, les questions sociétales, les questions centrales de toute élection, de toute échéance électorale, qu'elle soit locale, régionale ou nationale, elle se joue sur les questions de l'immigration et de l'islam. Et comme elles sont liées, donc c'est une question. On va le faire, et il faut qu'ils le sachent aussi en Algérie, c'est que jusqu'à avril-mai 2022, ça ne va pas se baisser. Ce qu'ils ont annoncé tout à l'heure, ça y est, ils sont engagés. Ils sont engagés, ils ont dit qu'on va diminuer les visas, ne serait-ce que par rapport à leurs concurrents sur la course électorale, et les élections, elles n'auront lieu qu'au mois d'avril 2022. Donc ça l'est. Ensuite, question des visas, Tawana, un visa pour l'Élysée, c'était très bien dit. Le visa, pas de visa, c'est un visa pour l'Élysée. Ouais. Celui qui se montre anti-immigration. Voilà, anti-immigration, c'est lui qui a le plus de chance. Alors que si on avait de l'autre côté de la Méditerranée un État fort, un État légitime, un État démocratique qui s'adressera directement aux Français d'ici, il leur dira, n'oubliez pas que vous avez 120 millions maghrébins ici. Ces 120 millions-là, ils ont la même culture que vous. De Maghrébins unis. Voilà, oui, encore. Voilà, d'accord. Oui, on pourra discuter comme cela, et qu'on le veuille ou non. Nous sommes les plus proches d'eux. Et nous avons intérêt à nous respecter les uns les autres. Et nous avons intérêt à donner de la considération les uns les autres. Surtout vous, ne la jouez pas avec nous. Ne la jouez pas avec nous, parce que le dernier, là-bas, il a 4-5 de sa famille ici. Voilà. On a des atouts. Au lieu de faire de la politique, on est là à subir des menaces d'un Darmanin ou je ne sais pas pour une élection électorale. Nous allons l'écouter dans un petit moment. Alors, nous allons écouter Darmanin, puis nous allons voir les députés. Je vous donne la parole. Vous avez quelque chose à dire avant de passer? Il y a toujours quelque chose à dire. Alors, Darmanin, d'abord la 3. On est là pour ça. Darmanin. La France a donc décidé de diviser par 2 le nombre de visas accordés aux citoyens algériens et marocains, 1 tiers en moins pour les Tunisiens, quel que soit l'objet du voyage. C'est bien cela, quel que soit l'objet du voyage, Gérald Darmanin. On va diminuer très fortement le nombre de visas, mais ce n'est pas une politique nouvelle. Le président de la République l'a déjà fait il y a 2 ans et demi, vis-à-vis de certains États du Maghreb. Oui. On donnait quelques centaines de milliers de visas en 2019. Il y en a eu quelques dizaines de milliers qu'on a beaucoup baissé en 2020. Il faut dire qu'il y a eu l'effet Covid. Et là, l'idée, c'est de faire un visa sur 2. 50%. Un visa sur 2. Voilà, ça veut dire ça pour la Tunisie, un visa sur 3. On le fait parce que une partie des compatriotes algériens, marocains, tunisiens qui sont sur sol français ne sont plus acceptés par ces pays, soit parce que ce sont des personnes qui sont islamistes radicales, soit parce qu'ils sont délinquants, soit parce qu'ils doivent partir tout simplement du territoire national. Et nous, on leur dit, tant que vous ne reprenez pas vos compatriotes, eh bien, on n'accepte pas vos compatriotes. Ça fait des mois que nous mettons en place un certain nombre de dispositifs qui permettent en effet de faire repartir de notre sol certains des compatriotes d'Algérie, de Tunisie et du Maroc. Simplement, à la faveur sans doute de gens qui nous aiment bien, cette information est sortie, dont acte, on n'a rien à cacher, mais on n'a pas attendu les débats politiques. Plus électoraliste que ça, il n'y a pas. Hein. C'est dur, c'est franco de port, c'est direct. Alors nous allons écouter nos députés. Enfin, nos députés.
لأن الحكومة وفرت فرص عمل وفرص استثمار وفرص كذا كذا. التربية من الآباء هي اللي ما عطاتش. الوالد هو اللي يحرض ابنه ولا بنته باش تحرق، هذا اسمح لي لازم في الحقيقة حتى القانون يكون بالمرصد. المجتمع وكذلك الأولياء يتحملوا مسؤولية كبيرة على أولادهم، بيتركوهم يعني يروحوا يحرقوا وراء البحار، يعني واش راح يلقاو لي وراء البحار؟ ما يلقاو والو، يلقاو يعني غير الشوماج. يعني مسؤولية نتاع الأولياء، مسؤولية نتاع حتى يعني المجتمع. كاين ربما بعض يعني المجموعات التي تشجع هذه الحركة اللي في الأخير تكون يعني مأساة. أوروبا ماهيش جنة، الجزائر هي جنة وضحوا عليها آبائنا المجاهدين والشهداء رحمهم. Alors, c'est à vous, messieurs. تفضلوا entre vous, تفضلوا. Franchement, oui. Les mots, la vanité des mots, hein, on ne peut que les peser devant de tels propos absurdes et tout ça. Ce genre de personnes qui peuplent un peu les institutions de la République, entre guillemets, en fait, c'est des gens. Je ne les connais pas, mais je suis sûr que c'est des gens qui ont fait la courbette, qui ont incliné les chines devant Bouteflika, devant Gaïd Salah, devant Tebboune. Vous la représentez n'importe quoi, vous dites c'est l'homme fort du moment. Ben, moi je me demande comment ces gens-là, c'est les miracles, hein, c'est la seule question que ça me suscite ce genre de propos. Je me dis comment ils arrivent à force de courber les chines, comment ils arrivent à garder le dos droit, à moins qu'ils aient la capacité de se transformer en mollusques, peut-être. Les mollusques sont... Voilà, c'est la seule réaction que ça peut me susciter, ce genre de... C'est vrai, vous faites bien de le signaler, puisque ce sont de faux élus en plus. C'est le Parlement le moins bien élu depuis l'indépendance. Ça veut dire tellement boudé, boycotté, que certains partis, comme le MSP, par exemple, qui se dit le premier parti de l'opposition, qui a combien de sièges déjà ? Il a pas mal de sièges. Hein. Vous savez combien il a d'électeurs ? La totalité, pour donner un échantillon, hein, la totalité de ses électeurs, pour je ne sais pas combien de sièges, le premier parti d'opposition, 208 000 électeurs. Il a été élu par 208 000 sur 26 millions. Imaginez un peu la proportion. Justement, pardon, juste j'allais dire, dans une élection, il y a des critères. Quand ces gens-là sont élus ou ces partis avec si peu de personnes, est-ce qu'on peut appeler ça des élus? Eux, ils se disent des élus. Oui. Élus par le, je ne sais pas, peut-être par le régime. Moi, si je peux continuer. Bien sûr. Sans vouloir... d'abord, هضر بالعربية، alors نجاوبوه بالعربية السيد. المسؤولية غير على الآخرين. La faute est toujours sur les autres. المسؤولية المجتمع هو المسؤول، الأولياء هم المسؤولين، الأب هو المسؤول، العائلة هي المسؤولة. Jamais il ne parle, donc il ne parle que de la responsabilité des autres, la société, le père, la famille, etc. Mais jamais la responsabilité d'eux-mêmes en tant que politiques, ou là, en tout cas des décideurs dans le pays et des décideurs politiques, en l'occurrence la présidence, les ministères du travail, etc. etc. Donc voilà, c'est là où en fait on ne va pas trop parler d'eux. Ce que j'ai remarqué en tout cas dans ces 2-3 interventions, ou si on peut les appeler comme ça, c'est la faute est toujours l'autre, jamais chez soi. Et donc, tant qu'on continue à faire ça, tant qu'ils continuent d'agir comme ça, eh ben, ils vont arranger rien du tout. Voilà. Donc, de toute façon, ça, on le savait avant qu'ils se retrouvent à cet endroit. Voilà, c'est toujours la faute de l'autre. Dernière petite chose que je voudrais rajouter, c'est par rapport au lien avec la discussion de tout à l'heure, le tableau qu'on a brossé, sombre, du moment et qui va durer effectivement jusqu'à l'année prochaine minimum, leur présidentielle ici. Mais en même temps, il faut dire aussi certaines choses, c'est qu'en France, il n'y a pas que des racistes. En France, il n'y a pas que des partis politiques racistes, il n'y a pas que des associations racistes, il n'y a pas que des personnalités racistes. On ne serait pas là, sinon. Oui, entre autres, voilà. Donc, il y a le côté, bon, je ne vais pas rentrer la chose dans la question idéologique, mais la faiblesse en France du camp, je ne vais pas dire de gauche, mais progressiste, fait qu'on ne voit
que ceux qui parlent des questions d'immigration dans le mauvais sens et qui essayent de draguer, pour ne pas dire plus, les voix de l'extrême droite. Voilà, donc je voulais juste amener ça. Il y a effectivement une montée du discours xénophobe. On n'en entend plus parler. Il fait le bonheur de certains médias, entre guillemets, qui invitent des personnages que je ne veux pas nommer sur ce plateau, et je ne parle pas que de celui-là, mais aussi d'autres personnes, mais il y a aussi d'autres moins visibles. Il y a des gens en France, il y a des partis, il y a des associations, il y a des collectifs, il y a des citoyens qui ne sont pas d'accord avec ça, qui ne sont pas d'accord avec ça, et il faut aussi le noter. La France, comme souvent, ou un peu trop souvent, à mon avis, on entend, ou en tout cas j'entends, la France n'est pas un pays que de racistes. Voilà. Vous faites bien de le dire. Si vous permettez, hein, c'est un point très très important, parce parfois on a tendance à communautariser un peu le débat, les conflits. Nous n'avons pas de problème avec les peuples français ou les peuples européens. Nous avons un problème avec les États et les partis et tout ça. J'ai rencontré le week-end dernier des responsables de l'association SOS Méditerranée. C'est des gens formidables. Des gens, en fait, c'est comme des pompiers. Eux, ils sont sur les territoires internationaux. Donc quand il y a des problèmes au niveau d'une embarcation, ils interviennent pour sauver au risque de... Et c'est des Européens. Oui, oui. Je les ai rencontrés. Ils sont d'un engagement, d'un dévouement extraordinaire. On en a reçu une, madame... J'ai écouté son intervention. Oui. Voilà. Donc notre problème, ce n'est pas avec les Français, les Européens, mais avec... Voilà. Absolument. Vous faites bien de le dire, de le préciser. Nordine Aoussat. Voilà, si on peut montrer déjà ce livre, c'est un témoignage, c'est un de ces gens-là, on les appelle les taxis de mer, comme ça de façon péjorative, hein, parce que les gens de droite, les politiques de droite les accusent de faire les taxis sur mer. Parce que pourquoi? Ils prennent les risques d'aller sauver les migrants qui sont notamment qui échouent en mer. Donc voilà, témoignage de Roberto Saviano donc voilà, sur la tragédie des migrants. C'en est un, lui c'est un Italien, il est membre du mouvement 5 étoiles, ils sont très nombreux. Effectivement, je rajouterai à ce point très rapidement qu'autour de la table, je pense que nous sommes tous algériens. Moi, en plus d'être algérien, je suis français depuis un quart de siècle, ça fait 25 ans. Je suis en France depuis 35 ans et je suis français depuis 25 ans. J'ai pris la deuxième nationalité. Pour quelle raison? Parce que je me sens bien, je me suis toujours senti bien. C'est pas le paradis, mais vous avez tous vos droits. Et personne ne vient, passez-moi l'expression, vous faire caca sur le nez, parce que vous êtes français, vous avez le même droit que les autres. Moi, je suis engagé sur le terrain, je monte sur le minbar, je suis libre de dire ce que j'ai envie de dire dans le cadre de la loi. Voilà. Et je me sens autant, sinon plus en sécurité et garantie de mes droits ici qu'en Algérie. Je crains peut-être en rentrant en Algérie, et je ne crains pas en France, bien que je cite Darmanin toutes les semaines, moi ces derniers temps. Donc voilà, sur ce point. Sinon, on revient à un point très important, la dignité. Vous voyez que visa, migration, etc., tout ça, ça participe de la dignité. Comme quand il dit moi je m'en fiche du taux de participation. C'est pareil, c'est-à-dire pour lui les citoyens, les décisions des citoyens, les choix des citoyens, les engagements des citoyens, ça importe peu pour lui. De même qu'il y ait 100 morts, en un mois, il ne parle même pas, qu'il n'en parle même pas, c'est qu'il ne sait rien de ce qu'est la dignité, puisque je dirais le plus haut degré de la dignité, c'est la vie sauve de la personne. Après vient son corps, son honneur, etc. Il s'en fiche. Qu'il y ait des morts, tous à pas commencer du président jusqu'au ministre de l'Intérieur. Et ça, c'est lamentable. Et c'est pour ça que je reviens encore une fois et je m'adresse à mes compatriotes. Le Hirak, il faut qu'il revienne.
Hein? Lesquels? Ah non, je dis mes concitoyens quand je parle des Français. Quand je dis compatriotes, c'est les Algériens. Non, la réponse, elle est déjà spontanée. Moi, je parle de compatriotes. Ma patrie, c'est l'Algérie. La France, c'est mon deuxième pays. Je suis citoyen ici, mais je suis patriote en Algérie. Ça, c'est clair. C'est clair. Donc, نقول لكم الحراك لازم يرجع. هذه المشاكل كامل اللي ذكرناها ما كاين حل واحد الحراك تاع 22 فبراير. On a oublié ça dans le Hirak, je pense. Il faut qu'on rattrape le coup. On a parlé du sourire, on a parlé de la silmia, mais on n'a pas parlé assez de dignité. On n'a pas parlé de la dignité. Alors que nos frères tunisiens en 2011, ils appelaient leur Hirak et leur révolution, la révolution de la dignité. Le Hirak l'irja ou Hirak al-Karama. Hirak al-Karama, le Hirak de la dignité. Et on va leur montrer ce que vaut l'Algérien. Qui ne devient pas un déchet qu'on jette en mer, ou bien qu'on jette en prison, ou bien qu'on brûle ou autre. Bravo. Hirak al-Karama, nous l'espérons tous. Un Hirak al-Karama qui nous permettra peut-être de garder nos enfants chez nous, qui nous permettra de revenir sur notre terre, qui permettra à ce pays peut-être d'ouvrir la porte à son tour à une immigration qui viendra le féconder, qui les accueillera dignement en frères, comme cela devrait se pratiquer entre tous les êtres humains du monde. Espoir, attitude, mais j'aimerais d'abord remercier tous ces Espagnols qui se dévouent pour nos compatriotes, dont Francisco José Clemente Martin et Madame Colsa que nous avons reçus il y a quelques jours, et des centaines d'autres, croyez-moi, des centaines d'Espagnols qui se dévouent, qui vont de leur poche, de leur temps, de leur famille, pour aider nos frères qui débarquent chez eux, parce que ce sont des êtres humains qui savent qu'ils reçoivent d'autres êtres humains. Désolé de revenir vers vous parce que Hakim a quelque chose de très important à dire. Non, c'est pas plus important que la vie des gens dont on parlait. Bien non, c'est juste... J'aurais voulu qu'on s'attarde un peu sur les questions. Enfin bon, voilà, c'est le RAJ, Rassemblement Action Jeunesse, qui est une association citoyenne, une association de jeunes en Algérie, qui est née après le mouvement d'octobre 88, grâce aux libertés qui ont été obtenues à ce moment-là, même si ça n'a pas duré très longtemps, qui est après avoir le pouvoir, après avoir emprisonné les membres de RAJ pendant des mois. Aujourd'hui, à travers son ministère de l'Intérieur, il souhaite, en tout cas, il émet le vœu qu'il menace en transmettant avec la séance s'est tenue aujourd'hui au tribunal administratif de Memoura Draïs, où le ministère de l'Intérieur, demande tout simplement la dissolution d'une association qui a toujours travaillé pacifiquement et toujours revendiqué la dignité, pour ne reprendre que ce mot important et fondamental pour tous les Algériennes et les Algériens. Donc nous espérons, nous continuons à croire que demain sera meilleur, que les juges ne suivront pas la demande de ce ministère, et que tout cela nous le dirons, j'espère, le 5 octobre prochain. Je dis bien le 5 octobre prochain, ici à Paris, à la place de la République, à partir de 18h30, car nous appelons, même si ce sera symbolique, à une initiative pour nous rappeler, qui est organisée par quelques citoyennes et citoyens, pour nous rappeler d'octobre 88, pour nous rappeler des martyrs d'octobre 88 et de ceux qui ont donné de leur temps et de leur vie en octobre 88, pour qu'on puisse s'exprimer librement. Un mot. Oui, juste un mot d'espoir quand même, hein, parce que le pouvoir, on a en face d'un pouvoir, il a comme objectif de démoraliser les Algériens, de se donner l'image d'invincibilité. C'est archi faux. Ils sont en train ils ont épuisé toutes leurs cartes, hein, pour essayer de venir à bout de la révolte. Ils n'ont pas réussi et ils ne réussiront pas. Comme diraient nos amis espagnols, no pasaran. No pasaran. Bravo. Merci pour ce contretemps.